Si je me vois obligé de parler, c'est parce que des hommes de science refusent de suivre mes conseils sans connaître mes motifs. C'est tout à fait à contre-cœur que je vais exposer les raisons pour lesquelles je m'oppose à ce projet d'invasion de l'Antarctique qui tournerait la vaste chasse aux fossiles avec forage à grande échelle et fonte de l'antique calotte glaciaire à la clé. Et je suis d'autant plus réticent que mes avertissements pourraient s'avérer vains. Étant donné la nature des faits que je m'apprête à révéler, il est inévitable que ceci provoque l'incrédulité du lecteur. Et cependant, si je mettais ce qui paraîtra extravagant et incroyable, il ne resterait rien. Les photographies classiques ou aériennes que jusqu'ici je gardais pour moi témoigneront en ma faveur, car elles sont diablement précises et impressionnantes. Pourtant, on remettra en doute leur véracité, car on peut aller très loin avec de faux habiles. Bien entendu, les gens se riront des dessins à la plume, ils crieront à l'imposture flagrante en faisant abstraction de la technique singulière qui devrait intéresser et intriguer les experts en histoire de l'art. En dernier ressort, je dois compter sur le jugement et le prestige de quelques sommités scientifiques qui auront assez d'indépendance d'esprit pour apprécier mes effroyables données sans idées préconçues ou à la lumière de certains cycles mythiques primordiaux et hautement déconcertants, mais seront aussi dotés de l'influence nécessaire pour dissuader l'ensemble des explorateurs du monde de mener tout programme imprudent et trop ambitieux dans la région de ces montagnes de la démence. Il est dommage que des hommes relativement obscurs comme mes associés et moi, qui ne sommes liés qu'à une petite université, aient peu de chances de faire forte impression quand se posent des problèmes par trop bizarres ou polémiques. Que nous ne soyons pas à proprement parler spécialistes des domaines principalement concernés joue en notre défaveur. Mon objectif, en tant que géologue et chef de l'expédition de l'université miskatonique, était uniquement de prélever des spécimens de roches et de sols dans les profondeurs de différentes parties de l'Antarctique, avec l'aide de la remarquable foreuse conçue par le professeur Frank H. Peabody de notre département d'ingénierie. Je ne désirais aucunement devenir pionnier d'un quelconque autre domaine, mais j'espérais qu'en utilisant cette nouvelle machine pour forer en différents points déjà explorés, nous pourrions mettre au jour des matériaux que l'on n'avait encore jamais pu atteindre par des procédés normaux. L'appareil de Peabody, comme le public l'a déjà appris à travers nos rapports, était radicalement unique, à la fois léger, portatif et capable de combiner un petit trépan au principe de forage artésien classique, de manière à venir au bout rapidement des couches de dureté variables. Tête d'acier, bras articulés, moteur à essence, dériques pliants en bois, équipement de dynamitage, câblage, foreuse pour le déblayage des déchets et section de tuyaux pour forage de 5 pouces de large sur 330 mètres de long en tout, avec les accessoires nécessaires. 3 traîneaux de 7 chiens suffisaient à transporter le tout, grâce à l'habile alliage d'aluminium qui composait la plupart des pièces métalliques. 4 gros avions d'ornier, spécialement étudiés pour le vol à très haute altitude qui s'impose sur le plateau antarctique, et dotés de dispositifs de réchauffement du carburant et de démarrage rapide de l'invention de Peabody, purent ainsi emmener notre expédition tout entière depuis une base située au bord de la grande barrière de glace jusqu'à différents points choisis à l'intérieur des terres, d'où nous pourrions continuer avec un contingent suffisant de chiens. Nous avions prévu de couvrir le maximum de territoire en une saison antarctique, voire plus si cela s'avérait absolument nécessaire, en nous concentrant sur les chaînes de montagnes et le plateau au sud de la mer de Ross, des régions plus ou moins explorées par Shackleton, Amundsen, Scott et Byrd. En changeant fréquemment de camp, en avion afin de parcourir des distances suffisantes pour que les déplacements aient un intérêt sur le plan géologique, nous comptions faire une quantité de prélèvements sans précédent, surtout dans les strates précambriennes où l'on avait jusque-là recueilli des spécimens fort peu variés sur ce continent. Nous souhaitions aussi obtenir la plus grande variété possible de roches fossilifères des couches supérieures, l'histoire de la vie primitive de ce sinistre royaume des glaces étant de la plus haute importance pour la connaissance du passé de la Terre. Il est communément admis que le continent antarctique a connu un climat tempéré, voire tropical,
et qu'il grouillait de formes de vie végétales et animales dont les lichens, la faune marine, les arachnides et les manchots sont les seuls survivants. Mais nous espérions apporter plus de variété, de précision et de détails sur ce point. Au cas où un simple forage révélerait des signes fossilifères, il était prévu d'élargir l'ouverture à la dynamite afin de prélever des spécimens de taille suffisante et en bon état. Nos forages, de profondeur variable selon les promesses du sol ou de la roche superficielle, devaient se limiter aux surfaces totalement ou partiellement découvertes, autrement dit aux pentes et arêtes, et les basses terres étant recouvertes d'un manteau de glace pure d'une épaisseur d'1,5 km à 3 km. Nous ne pouvions pas nous permettre de perdre du temps à forer une couche de glace un tant soit peu profonde, même si Peabody avait élaboré un plan visant à regrouper les sondages, puis à enfoncer des électrodes de cuivre dans le manteau afin de faire fondre des zones limitées en faisant passer dans les fils l'électricité produite par une dynamo à essence. C'est ce projet que nous ne pouvions mettre à exécution dans une expédition comme la nôtre, sinon à titre expérimental, que la future expédition Starkweather-Moore se propose de mettre en œuvre malgré les avertissements que je diffuse depuis notre retour de l'Antarctique. Le public a entendu parler de l'expédition de l'Université Miskatonic grâce aux fréquents communiqués envoyés par TSF à l'Arkham Advertiser et à l'Associated Press, mais aussi à travers les articles que Peabody et moi avons publiés après notre retour. L'expédition était constituée de 4 chercheurs de l'université: Peabody, Lake du département de biologie, Atwood du département de physique, mais aussi un météorologue de son état, et moi-même, qui représentais la géologie et assurait le commandement nominal, plus 16 assistants, 7 étudiants diplômés de l'établissement et 9 mécaniciens compétents. Sur ces 16 personnes, 12 étaient qualifiées pour piloter un aéroplane, 10 d'entre elles sachant aussi se servir d'une radio. En plus de Peabody, Atwood et moi, 8 assistants s'y entendaient en navigation au compas et au sextant. Et bien sûr, nos 2 navires, d'anciens baleiniers de bois renforcés pour affronter les glaces et munis de moteurs auxiliaires à vapeur, possédaient un équipage complet. La fondation Nathaniel Derby Pickman finança l'expédition avec le concours de quelques contributeurs particuliers. Aussi nos préparatifs furent-ils extrêmement minutieux malgré le manque de publicité. Les chiens, les traîneaux, les machines, le matériel de campement et les pièces détachées de nos 5 avions furent livrés à Boston, où l'on chargea nos navires. Nous étions merveilleusement bien équipés pour nos objectifs spécifiques et, pour tout ce qui concernait l'approvisionnement, le régime de vie, les transports et la construction des camps, nous pouvions suivre l'excellent exemple de nos nombreux et néanmoins exceptionnellement brillants prédécesseurs récents. C'est le nombre étonnant et la renommée des 10 prédécesseurs qui firent que notre expédition, si ambitieuse fut-elle, passa presque inaperçue chez le grand public. Comme le rapportèrent les journaux, nous quittâmes le port de Boston le 2 septembre 1930, puis, tranquillement, nous longeâmes la côte, franchîmes le canal de Panama et fîmes escale aux Samoa, puis à Hobart en Tasmanie, où nous chargeâmes nos dernières provisions. Personne parmi nous n'étant encore allé dans les régions polaires, nous nous reposâmes beaucoup sur les capitaines de nos bateaux, tous 2 baleiniers vétérans dans les eaux de l'Antarctique. J.B. Douglas, commandant le brick Arkham et responsable de tout ce qui concernait l'équipage et les navires, et George Thorne Finson, à la tête du 3-mâts barque Miskatonic. Tandis que nous laissions derrière nous le monde habité, le soleil s'enfonçait de plus en plus au nord et restait chaque jour un peu plus longtemps au-dessus de la ligne d'horizon. Vers 62 degrés de latitude sud, nous vîmes nos premiers icebergs, des monstres en forme de plateau avec des parois verticales, et, juste avant d'atteindre le cercle polaire, que nous traversâmes le 20 octobre avec les pittoresques cérémonies de rigueur, nous commençâmes à être sérieusement gênés par la banquise. Je souffrais beaucoup de la chute de température après notre longue traversée des tropiques, mais faisais de mon mieux pour me préparer aux rigueurs à venir qui seraient pires. J'eus maintes occasions de m'émerveiller devant les effets atmosphériques,
notamment un mirage saisissant de réalisme, le premier que j'ai jamais vu, dans lequel les lointains icebergs formaient les remparts d'inimaginables châteaux cosmiques. Hardigan présente Cthulhu, le mythe, tome 2. H.P. Lovecraft. Lu par Nicolas Planchet.